Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on passe derrière la lumière de la réussite entrepreneuriale avec Esther Taïfé pour parler de ses désillusions autour de cet univers, de l'âge d'or du coaching, de son burn-out et des échecs qu'elle a connus jusqu'à faire le choix de se séparer de toute son équipe pour revenir à une entreprise beaucoup plus simple. Alors avec Esther, on parle de ces 3 grands échecs entrepreneuriaux, du rôle des pensées sur nos actions, de la peur de manquer d'argent, de la lutte contre soi, du burn-out et de l'impact que ça a eu sur son entreprise, et de comment accepter de faire du mal tout en voulant faire du bien. Alors j'espère que cette conversation vous plaira, vous aidera, vous bousculera aussi peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, peu importe. C'est à la fois la meilleure manière de permettre aux gens d'avancer, eux aussi, dans leur activité, et en même temps de soutenir ce podcast. Alors avec Esther, on sera ravis de vous repartager. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens de nos comptes et univers dans les notes de l'épisode juste en dessous. Et sur ce, je vous laisse pour notre belle conversation. Bonjour Esther, bienvenue sur le podcast Derrière la lumière. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Et j'ai envie de commencer avec une question un peu particulière par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Est-ce que tu pourrais nous partager ce que tu es heureuse et fière de t'être autorisée dans ta vie? Waouh, tu commences fort, elle. Il est 9h du matin, les gars, hein. Elle me pose des questions. Il faudrait qu'on mette en contexte quand même aussi. Et ça peut être Alors, personnellement, qu'est-ce que ça peut être dans ton je suis fière entreprise. d'avoir osé, c'est ça? Qu'est-ce que je suis fière d'avoir Ouais. osé? Ah, je pense à des trucs personnels et je pense à des trucs professionnels, je pense aux deux. Je pense que je suis fière d'avoir posé ma dème. C'était il y a longtemps maintenant, mais parce que si on parle de ça, c'était en 2016, donc tu vois, ça fait presque 10 ans, enfin ça fait 8 ans. Euh, Enfin, c'est pas vraiment une dème, on pourrait en parler, c'était un peu plus compliqué que ça parce que tu sais, on fait tous des espèces de trucs pour avoir les- le chômage, ce genre de trucs, et quand tu poses une démission, c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, ça l'était à l'époque. Je sais pas si aujourd'hui c'est toujours aussi compliqué. Qu'est-ce que je suis fière d'avoir osé? Je pense me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je pense que tout le monde à qui tu poses la question et que tu reçois ici te dira ça. Même si ça s'est fait en 3 temps pour moi, parce que je me suis lancée plusieurs fois en fait. Et j'ai raté plusieurs fois avant que ce soit la bonne. Euh, et j'ai pensé, quand tu me l'as dit, le premier truc qui m'est venu, c'est d'être partie des témoins de Jéhovah, mais ça c'est seulement pour les gens qui connaissent mon histoire. Ouais. Et j'ai pensé aussi à avoir quitté une relation de 10 ans. Mais ça aussi, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent se reconnaître. Voilà, Ouais. le truc qui me vient. En fait, j'ai pensé au truc dur, quoi. Au truc Ouais. où il fallait passer au-delà du regard des autres. Ouais. Mais c'est beau et c'est des beaux rappels, c'est que cette fierté, cette fierté d'être soi, d'avoir osé, ce courage et cette confiance qu'on a en soi, ça passe pas par la facilité en fait. Ça passe par la vie qui nous a mis des obstacles et nous qui avons décidé de bah non, je vais pas rebrousser chemin ou m'arrêter là, je vais les traverser et ça va être dur, mais voilà, c'est aussi comme ça que je vais me construire et ce que je vais me rappeler dans le passé de ouais, je suis fière d'avoir été là et d'être là aujourd'hui. C'est Parce qu'en chouette. fait, c'est des moments où tu t'autorises à être toi. C'est des moments en général, pour en arriver là, c'est qu'il y a un trop plein de j'ai fait semblant d'être quelqu'un que je suis pas. Soit parce que Mmh. moi-même je savais pas et je me suis laissée porter, tu vois, c'est ce qui nous est tous arrivé, je pense, de pas savoir et du coup de faire ce qu'on nous a conseillé parce qu'on sait pas en fait. Puis un jour on fait ah maintenant je sais, c'est pas ça. Et du coup donc c'est ces moments-là, les moments où tu oses faire ces changements, c'est des moments de reconnexion à toi généralement. C'est des moments de alors ça peut être un peu violent parce que c'est des moments de ça déborde depuis tellement longtemps qu'en fait, là, ça part violemment, tu vois, parce que ça fait trop longtemps que tes besoins sont négligés, que tes valeurs sont dépassées. Mais Ouais, au tu sens que moins, toi, tu as attendu à chaque fois d'être au bord de la falaise pour, on va dire, faire demi-tour et te poser des questions? alors c'est de moins en moins le cas, mais ça a beaucoup été le cas, ouais. Mmh. Ça a beaucoup été le cas, genre, plus le temps passe, plus je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais
c'est un peu la sensation que j'ai quand même, c'est que plus on avance, plus on se connaît. Donc on voit les signes avant qu'il soit trop tard. Mais maintenant, ce qui est un peu différent, c'est que ces dernières années, en tout cas, je vois les signes, mais c'est pas pour autant que j'arrive à agir dessus tout de suite. Alors, il faut quand même qu'il y ait un certain niveau d'inconfort pour quand même agir dessus. Il faut vraiment que ce soit plus inconfortable de rester dans un truc qui me convient pas que de faire le changement vers un truc qui me convient, tu vois. Mais je crois qu'on a tous ça, hein, tu vois. Ouais, on fonctionne soit Dans c'est une le certaine mesure. mais ouais. Et puis plus on a aussi de peur, de croyances, même d'obligations, de responsabilités dans nos vies, plus on va accepter l'inconfort parce que le risque potentiel qu'on suppose est important à nos yeux. Ouais, J'imagine exactement. que quand t'as des gosses, bah tu claques pas ta dème comme quand t'as 18 ans et que ouais, ça change rien quoi, clairement. Euh, Ouais, c'est effectivement très très intéressant et je pense que c'est aussi des périodes où du coup on est obligé de se poser des questions. De là, on peut plus faire semblant. On sait que quelque Ouais. chose va mal et puis c'est soit je m'éteins complètement, je vis en mode survie pendant encore 60 ans, soit là je m'arrête et j'ai l'honnêteté envers moi-même de me regarder, de regarder ce qui se passe et ce qui va mal en fait. Ouais, exactement. Très bien, merci. Maintenant une question peut-être plus classique. Qui es-tu, Esther? Qu'est-ce que tu fais? Plus classique, je sais pas, plus simple non plus. Mais ouais, Ouais. c'est qui Esther? Eh ben, écoute, paraît-il qu'on n'est ni nos pensées, ni ce qu'on a fait, ni juste notre corps. Moi, je travaille beaucoup avec le corps. Sauf que quand on a dit ça, on finit par se poser la question, ok, ben, je suis quoi du coup? Donc moi, je vais faire tout l'inverse. Je vais dire ce que j'ai fait, ce que je pense, parce que oui, je m'y identifie dans une certaine mesure. Donc si je dois répondre simplement à des personnes qui ne me connaissent pas sur cette question, qui je suis, vu qu'on est dans un podcast, je vais te dire que je suis entrepreneuse, que je suis podcasteuse aussi, que je suis youtubeuse depuis plus longtemps, on va dire. Je crée du contenu sur Internet, moi, depuis 2012. Et j'aime beaucoup entreprendre, j'aime beaucoup parler avec les gens. Je travaille principalement avec des personnes qui ont une relation troublée à la nourriture et à leur corps. C'est ça mon métier, j'adore ce métier. Je passe mes journées sur des écrans, parce que je fais tout en Zoom, à parler avec des personnes de leurs problématiques de vie. Comme je dis souvent, je dis moi, mon job, c'est de parler du couple, parce que généralement, elle me ramène toujours ça, et des potins, des vêtements, du corps, des derniers régimes à la mode. En gros, je suis payée pour faire du potin, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'attends la suite. À chaque fois, elle me dit, ah, je t'embête, je te parle encore de ça. Et moi, je suis là, mais écoute, c'est ma série Netflix, donc j'adore. J'adore ce métier parce que ça aide les gens, parce que ça crée du lien, parce que c'est intéressant intellectuellement. Voilà. Et je crée du contenu sur Internet, j'adore ça aussi. C'est plus une façon d'exprimer et de rassembler les idées, si tu veux. Ça me permet de ce que je fais en séance ou en individuel, finalement, d'avoir un endroit où je peux l'élargir, comment dire, presque le modéliser, j'ai envie de dire, presque. Alors même si c'est un peu prétentieux, on va dire que je crée des modèles, mais enfin, t'as compris l'idée, quoi. Essayer de prendre un peu de hauteur et le délivrer à un maximum de monde, c'est un réducteur pour moi, j'adore faire ça. Donc j'adore vulgariser, voilà, vulgariser, simplifier les choses. Et voilà, et sinon, bah, je suis une femme de 37 ans, célibataire en ce moment. Je l'avais pas été depuis très longtemps. Et en désir d'enfant, donc il y a une vraie crise interne là, une petite crise de la quarantaine qui arrive tout doucement, donc c'est assez intéressant, j'en parle beaucoup aussi aux amis proches. Je suis à l'âge des désillusions aussi, donc c'est assez intéressant, parce que c'est un âge où alors pas encore tout à fait, mais disons que j'approche les 40-45 ans, j'ai l'impression que c'est un peu l'âge où tu vois que tout n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de temps pour faire, tu sais, t'as plus ce truc de bon, tout est possible, je peux faire tous les projets. Là, tu vois que tu vas manquer de temps et d'énergie et que les choix que tu as faits ont déjà donné un point de départ à ce que tu vas pouvoir faire, ce que tu vas pas pouvoir faire. Donc il y a une forme de bilan qui se fait un peu naturellement juste parce que tu arrives en milieu de vie, quoi. Donc c'est assez intéressant à vivre. Voilà, et je suis l'autrice de ce livre, je l'avais dit que je voulais le mentionner, je suis l'autrice de ce livre qui s'appelle Maigrir à tout prix. J'avais tout essayé sauf de m'aimer, qui est sorti l'année dernière, au mois de septembre, aux éditions Aux Erol. éditions Erol aussi, il me semble. Ouais, aux éditions Erol. Vous pouvez retrouver ça dans toutes les librairies, en ligne aussi, sur Amazon, pour ceux qui aiment pas, il est aussi disponible ailleurs, bien sûr. Et voilà.
Voilà, est-ce Génial, que ça répond à ta question? Qui c'est je suis? parfait. C'est effectivement, on serait entre guillemets censé ne pas s'assimiler à nos pensées, à nos actes, à nos faits, à ce qu'on a, et en même temps on reste des humains. Et oui, je pourrais C'est dire ça. je suis un bout de la conscience. Ouais, ok, avec ça je Ça fais va quoi? vous aider à me connaître, quoi. Ça va C'est pas ça. vous aider. Donc Moi, je suis en études de psycho aussi. Je sais pas si ça oui, viendra dans la conversation, mais pour que les c'est gens vrai. comprennent pourquoi je parle d'examen, je suis en L2 de psycho et j'ai fait un burn-out il y a quelques années. Et bref, je suis revenue. Mais ça, on va en parler, je pense. Enfin, je sais Ouais. pas comment tu vas mener ton podcast. Moi, je me laisse guider, hein, donc, Ouais. Et ben moi je me laisse guider aussi. Non, c'est pas vrai. Ah bah, on est bien. On est bien. J'espère que On vous avez va pris votre café, les gars, hein, parce que ça va être long. complètement. En tout cas, on va passer un beau moment inspirant, motivant, peut-être qui va pousser à la cogitation aussi, aux réflexions en tout cas. C'est ce que j'espère. On va parler de tout ce que tu as mentionné là. Tu m'as dit être passionné d'entrepreneuriat. Comment c'est venu? Est-ce que ça a toujours été là? Alors, je sais pas si je suis passionnée d'entrepreneuriat. Je pense que oui. En tout cas, j'aime bien la liberté que ça apporte de pouvoir choisir les projets que tu fais, quoi. Parce que t'as pas trop en entreprise en général. Mmh. D'où ça me vient, la passion d'entrepreneuriat. Je pense que ça, je sais pas trop. J'ai l'impression que ça a toujours été un peu là, parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que moi j'ai grandi dans une famille où ma mère était entrepreneuse. Donc elle vit seule, donc ma mère est entrepreneuse. Alors elle est artisan commerçant, donc ça n'a rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui, mais elle est à son compte. Ma tante était à son compte, ma grand-mère était à son compte, ma grand-mère était infirmière en libéral à son compte. Donc, pléonasme, bon, bref, libéral à son compte. Mais voilà, donc je suis quand même dans une lignée de femmes qui étaient à leur compte, donc je pense que ça fait partie des modèles que j'ai vus, mais j'ai beaucoup résisté. Moi, j'ai fait des longues études, j'ai voulu faire un job, tu sais, classique et tout. Justement, un peu en opposition, en mode j'ai vu la galère que c'était, hein, je les ai toutes vues galérer, parce que l'entrepreneuriat, bah, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu es très riche, il y a des moments où tu es très pauvre. Si tu regardes les gens qui sont vraiment entrepreneurs autour de toi, hein, pas quelqu'un qui a un métier qui se trouve qu'il le fait à son compte et qui a pas un esprit d'entrepreneur, mais si tu regardes des personnes qui aiment l'entrepreneuriat, tu te rends compte qu'en fait, faut être Ouais. à l'aise avec les fluctuations, les changements, etc. Donc, moi, c'est un truc dont j'ai pu souffrir étant enfant, donc je me suis dit, ok, moi j'aurais un boulot stable, et puis tu parles, au bout d'un an, je me suis ennuyée et je l'ai quitté, quoi. Donc, c'était un peu prévisible. Donc je dirais que j'ai toujours aimé ça et aujourd'hui, c'est surtout que c'est un espace de liberté. En fait, j'ai des fois, il faut que je me rappelle que les autres sont pas comme moi, mais des fois un peu de mal à comprendre pourquoi on ferait pas ça. Parce que je me dis, ah tiens, j'ai une idée, bah tiens, je peux relancer un business. Ah bah tiens, j'ai une autre idée. Oh bah ça ferait un business. Oh non, c'est pas encore assez carré pour en faire un business ça. Oh bah je peux le tenter. Ah non, en fait, je vois pas de modèle économique, donc non, ça n'ira pas. Enfin, tu vois, mais je le pense un peu naturellement de cette manière-là. Je pense, enfin, je vois les gens faire des choses, je me dis, ah bah ça, si tu le marketes comme ça marcherait. Tu sais, j'ai un peu cette vision. Et Mmh. pourtant, j'ai pas du tout fait des études de commerce à la base, mais je pense que c'est un Ouais. peu naturel pour moi. Je pense qu'il y a certains de traits de personnalité ou appétences dans la vie qu'on a qui permettent peut-être d'être entrepreneur, pas plus facilement, mais d'avoir ces connexions où ça va plus vite et peut-être aussi la capacité à passer à l'action plus rapidement selon nos situations de vie, notre passé, notre personnalité. Il y a toujours une Tout à multitude de fait. critères. Mais c'est beau, par exemple, je trouve que ce soit une lignée de femmes qui aient été ces modèles pour toi et te permettent aujourd'hui de te lancer dans l'entrepreneuriat parce que aujourd'hui c'est devenu oui quelque chose d'assez classique on va dire, mais pour ta grand-mère c'était peut-être pas forcément le cas quoi. Donc c'est beau aussi. Est-ce que tu crois que ça a joué en tant que femme d'avoir eu des modèles femmes aussi? Alors, ce qui a joué, c'est tu sais ça aussi bien que moi, je pense, c'est les pensées. En fait, ce qui fait qu'il y a Mm. beaucoup de personnes qui ont du mal à avancer dans l'entrepreneuriat, toi qui les accompagnes, tu le sais, mais c'est que il y a des blocages de croyances, des croyances genre ah mais je sais pas comment je vais être indépendant financièrement, ah mais si je tombe malade, je vais jamais pouvoir, ah puis est-ce que je suis légitime, enfin tout un tas de, enfin il y a des pensées quoi, des pensées qui bloquent parce que à part des pensées il y a pas grand chose qui peut bloquer. Moi il y a un certain pool de pensées on va dire que j'ai jamais eu, genre la question de est-ce que en tant que femme je peux être indépendante financièrement, c'est pas une question que je me suis posée parce que je l'ai vu. Et est-ce que c'est possible de gérer son business et des enfants? C'est une question que je me suis pas trop posée parce que ma grand-mère a eu 5 enfants. Mhm. Alors évidemment, elle a eu de l'aide, hein, les sœurs, les grandes sœurs ont aidé pour les petits frères, et puis elle avait une personne à la maison qui s'occupait du ménage et tout ça, mais elle l'a fait. Donc en fait, je vois qu'il y a un certain nombre de questions parce que bon,
mon cœur de cible, j'ai envie de dire, la majorité des personnes que j'accompagne ne sont pas des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais j'en ai quand même. C'est un peu, c'est quelque chose qui est aussi présent que des gens qui me parlent de leurs augmentations au boulot ou de demander de passer à un 80%. Enfin, tu vois, toutes les problématiques entrepreneuriales, je les ai aussi indirectement. Et je vois souvent ce genre de pensée, à la peur pour l'argent. Comment je vais faire pour l'argent parce que à mon compte, mes minces, je vais jamais pouvoir. Il me faut une assurance que j'aurai de l'argent le lendemain. Et c'est vrai que moi, c'est un truc, il me faut l'assurance que j'aurai de l'argent le mois prochain. Bah, non, enfin, il y en a toujours. Au pire, tu ferais autre chose. Enfin, il y a toujours une latence entre le travail que tu fais et puis l'argent que tu reçois. Et je sais pas, tu vois, c'est des croyances que j'ai pas eues en fait. Donc j'ai pas eu à les déconstruire. Donc forcément, ça a joué dans le sens où ça a dû faciliter la mise en action. Après, ça l'a un peu freiné parce que j'avais quand même un peu ce truc quand je me suis lancée. J'ai tellement tapé sur l'idée d'être à son compte. J'ai tellement dit à ma mère, voilà, c'est pas une vie, et puis j'en ai souffert, être enfant et machin, que je me sentais un peu bête d'aller lui dire, en fait, je vais peut-être quitter mon boulot pour me Mhm. lancer à mon compte. Tu vois, il y avait un peu ce truc Parce que d'orgueil si tu d'enfant l'avais. apparent, tu vois. Ah, Ouais, maman l'avait dit, elle avait raison, tu vois. c'est ça. Ouais, c'est carrément ça. Ouais, oui, oui, je comprends. Bon. Génial. Effectivement, Donc elle me cette voyait, elle savait très bien que j'allais pas pouvoir tenir derrière un bureau. Enfin, elle savait. Elle m'a dit, vas-y, fais ta connerie, qu'est-ce que je te dise? ouais. Après, c'était peut-être aussi pour toi je porte l'étendard inverse, je crée ma propre personnalité, ma propre vie, je ne suis Exactement, pas comme ma mère. exactement. Mmh. Ça a pris quelques années, parce qu'en plus, comme j'ai fait des études longues, ben, une fois que j'étais lancée dedans, je suis allée au bout. Il a fallu un peu de temps pour que je Je fasse pense que machine c'est arrière. important aussi d'avoir ce recul sur soi de pourquoi j'ai fait ces choix-là. Est-ce que c'était pour prouver quelque chose à quelqu'un, extérieur à moi ou à moi? Est-ce que c'était au contraire pour aller à l'encontre de quelqu'un que, j'apprécie pas ou pour créer ma propre identité, par exemple, comme toi tu l'as fait? Et Mm, de peut-être, entre guillemets, «mettre son ego de côté» et se dire: «Bah, en fait, là, j'ai fait un choix par rapport à quelqu'un d'autre plutôt que pour moi-même mm. et ça change rien à qui je suis si, je vais dans une direction inverse par rapport à même si pendant 10 ans j'ai dit: «Non, je serai jamais entrepreneur», bah, en fait si, j'ai envie, j'ai besoin et c'est pas parce que, Exactement. je veux être bornée à toute ma vie, me forcer à être salariée, alors qu'au fond de mes tripes, au fond de mon cœur, il y a, l'entrepreneuriat qui m'appelle juste Mm, pour, ouais, être une ado un peu bornée. C'est trop bête. exactement. Tu nous as dit tout à l'heure que, tu avais eu 3 ratages Ouais. entrepreneuriaux, je ne sais pas. Est-ce que tu accepterais de nous en parler, de nous les Ouais. raconter? C'était mes lancements, ouais, j'ai un peu. Alors, j'ai commencé. Enfin, en fait, moi, je suis sur les réseaux donc depuis 2012. Et en 2014, j'ai soutenu ma thèse. Donc, j'ai fait l'astrophysique. Tu sais, j'ai eu des études de physique, de maths avant ça. Donc, j'ai soutenu ma thèse en fin 2014. Et à ce moment-là, donc, ma chaîne YouTube avait bien décollé. Pour l'époque, en tout cas, j'avais, je sais plus, 50 000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Et je sais plus exactement, faudrait regarder. Je sais pas si je peux avoir ce genre d'infos parce que je me rappelle plus, mais suffisamment en tout cas pour l'époque pour pouvoir me dire ah je peux commencer à faire des partenariats, des sponsorisations, je peux monétiser un petit peu. Et du coup en sortie de thèse, je me suis dit je vais essayer de me lancer là-dedans. Et en parallèle, j'avais un projet, je sais pas trop s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais un projet de chaîne de vulgarisation scientifique que j'avais commencé. Donc j'ai fait une dizaine de vidéos sur cette chaîne. Et avant de me rendre compte qu'en fait, le modèle de vulgarisation scientifique est encore moins monétisable que le modèle que j'avais de lifestyle, dev perso, tout ça, même si je savais pas encore qu'il y avait des mots pour décrire ce que je faisais. Euh, et bref, donc j'ai essayé de me lancer comme ça, de faire un peu plus de vidéos, d'avoir de la monétisation, de lancer des sponsorisations. Ça s'est pas super bien passé. Le post-thèse a été assez déprimant. Beaucoup de gens font un espèce de drop après avoir fait des longues études comme ça quand t'as fini et t'as passé des années à te dire je veux mon doctorat, je veux mon doctorat, puis Mmh. là t'es astrophysicienne et t'es là, je sais pas, il y a une espèce de contre-coup, tu vois, quand ça s'arrête. Donc les 6 premiers mois ont été assez durs. J'ai essayé de me lancer en même temps, j'ai pas réussi. J'ai repris enfin, j'avais pas d'argent, quoi, donc j'ai fini par reprendre un job et je suis devenue prof en collège-lycée. Voilà, et après, je suis pas restée prof, j'ai quitté mon copain, je suis revenue à Paris et là j'ai pris un boulot en salarié. Je faisais du développement web et de la data science qui était raccord avec les études que j'ai faites.
Et puis voilà, j'ai assez pété des câbles là-dedans, donc j'ai essayé de me lancer de nouveau en me disant ok, j'avais mal vu le truc, donc je vais mieux choisir mes partenariats. La chaîne entre-temps avait continué à grandir, donc c'était cool. Donc je me suis dit bon, je vais choisir un peu mes partenariats, faire des trucs un peu plus éthiques, l'anticiper un peu. Et je vais essayer de voir si je peux pas, moi, faire de la formation, ou des choses comme ça. À l'époque, on est en 2015 à ce moment-là, on en parle quand même pas mal. Donc je me dis, allez, je vais essayer de faire de la formation. Euh, et à ce moment-là, moi, je me dis, tiens, je vais faire un truc sur le véganisme et l'omnivorisme, parce qu'à ce moment-là, j'étais devenue végane depuis quelques années déjà, depuis 2013. Donc je me dis, allez, je vais faire un livre de recettes et un guide audio pour transitionner, tout ça. Puis je vais lancer des ateliers. Alors je lance des ateliers, je fais des bids, je fais 0 vente plusieurs fois. J'en ai lancé 2 ou 3 cette année-là, je crois. 3 il me semble. 2 en ligne, un en physique en me disant c'est peut-être le format qui va pas. Et Et t'arrives puis bah aujourd'hui, je te coupe, mais c'est hyper intéressant parce que c'est aussi une peur pour beaucoup, tu vois, de lancer et de faire un bid, de faire 0 vente, de faire un atelier, il y a personne. Euh, Avec le recul, t'arrives à savoir ce qui a hum, péché ou ce que t'aurais pu ajouter, modifier pour que ça fonctionne, ou c'est juste que bah là, la formation en ligne et ce type de choses, c'était presque trop précurseur. Parce que moi, ce que je vois entre YouTube, les partenariats et compagnie, et là, les formations en ligne, c'est que limite, t'avais 2-3 ans d'avance à chaque fois sur la vraie explosion de ces domaines. ouais, c'est marrant parce que j'ai à la fois l'impression d'avoir eu de l'avance et en même temps d'être passé à côté du coche. C'est marrant. Hmm. Euh, je sais pas exactement, enfin si, je sais, mais il y a plusieurs choses. Déjà, je savais pas vendre. C'est-à-dire que moi, j'ai balancé ça comme un projet YouTube, si tu veux. Genre, salut, Ok. je fais un atelier tel jour. Les gens ils se disent bah oui, mais ça va m'apporter quoi? Enfin, tu vois. Euh, J'étais pas formée aussi. Tu vois, j'arrive, je dis bonjour, je vais vous aider à gagner confiance en vous. Ok, t'es qui? T'as pas de formation? Tu vois, genre j'avais juste une audience. Donc en fait, j'arrivais un peu comme ça. Et même moi, intérieurement, je me disais bah je vais lancer ça parce que je pense que je peux apporter. Mais est-ce que moi-même je m'y serais inscrite? Probablement pas, tu vois. Tu vois. Ouais. Donc ouais, je manquais de compétences dans comment l'amener. Et aussi, tu vois, dans, enfin, sur YouTube, si tu veux, il y a un truc, j'ai amené ça à des, enfin, je sais pas si ça parlera du coup, à toi ça te parlera, mais je sais pas si ça parlera à ton audience, mais à des prospects froids aussi. Je suis arrivée, je te balance un truc, vas-y, je vends ça, ça coûte 180 €, et les gens sont là, bah non. Hmm. Ouais, tu Genre, savais pas on te pourquoi. connaît pas, t'as jamais parlé de ça avant, C'est ça, les gens te suivaient pas pour ça. Le client c'est ça, idéal, comme on dit, c'est tu n'avais pas fait ces recherches-là de bah pour qui, pourquoi, quelles sont leurs envies, leurs besoins, leurs souffrances, qu'est-ce que moi je peux apporter. exactement, exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai accompagné des gens, ça m'est arrivé d'accompagner quelques entrepreneurs, ça m'arrive encore, mais c'est un truc qui a souvent de oui, mais il me faudrait plus d'audience, il me faudrait plus d'audience. Et puis, alors, moi, c'est un truc, c'est une croyance que j'ai pas, tu vois, pour le coup, parce que je l'ai toujours eu. J'ai démarré avec une audience. Et Ouais. c'est absolument pas ça qui fait que. Enfin, je veux dire, Merci de le dire. l'audience, Ouais, c'est vrai, t'as c'est 50 personnes qui te suivent, qui adorent ce que tu fais, ou tu lances un truc qui est pile dans le domaine dont tu parles depuis 3 mois, 6 mois, 5 ans, bah quasiment tout le monde peut acheter. En tout cas, tout le monde va être intéressé après selon les envies, les besoins, les tu vas faire situations des de taux de chacun. conversion de malade alors que sur des C'est chaînes. ça. Et moi, j'en connais, hein, j'accompagne aussi des autres youtubeuses, etc., qui essaient de monétiser leur chaîne, qui ont des fois le double d'abonnés que moi et qui n'en vivent pas. Donc, c'est Mm. pas une histoire d'audience. Ça, c'est juste de la vanity metrics, comme dirait Antoine BM, que Ouais. j'adore, à qui je fais un coucou au passage si jamais il tombe là-dessus. Il y a peu de chances qu'il regarde ça. Donc, ça, c'était le deuxième ratage. Alors là, c'était un truc intéressant quand même, parce que ce deuxième ratage, donc je lance des ateliers, ça marche pas. Moi, je finis par quitter mon boulot. En fait, pour me lancer, je me dis, bon, j'ai pas le temps, en fait, de me consacrer je commence à avoir quelques sponsors. Je me fais 500, 600 € par mois, à ce moment-là, Des avec mes sponsors de vidéos. qui? Du coup, c'est quoi? C'est des marques? C'est J'avais Audible, j'avais Amazon, j'avais une marque de sextoys qui n'existe plus maintenant, qui a coulé entre-temps, mais à l'époque, c'était un truc de malade, hein, de parler de sextoys, il y avait personne qui le faisait. j'ai Et donc, j'arrivais à me faire un petit truc un peu en récurrent. J'avais quelques sponsors tu vois, des partenaires réguliers. Sur une année, j'avais quand même réussi à me faire comme ça 3, 4 marques qui me suivaient. Donc, c'était quand même pas mal. Tu vois, pour quelqu'un qui a genre 60 000 abonnés, à cette époque-là, voilà, je suis pas hyper régulière dans mon contenu parce que rappelons-le que j'ai quand même un TDAH, donc je suis un peu genre pic de productivité. Je produis 10 vidéos, puis après, genre, tu me vois plus pendant 2 mois. Enfin, des trucs comme ça. J'avais pas encore acquis cette régularité que j'ai maintenant. Et ça a été vraiment à partir de 2017 où j'ai compris que, en fait, c'était plus important d'être régulière.
si j'ai des pics de productivité, je garde les vidéos Hmm. pour être en régularité dans le contenu. D'ailleurs, je fonctionne toujours comme ça. Hein. Je tourne 10 vidéos dans une journée, puis après, je t'en tourne plus pendant un mois. Enfin, je continue à fonctionner comme ça. Mais c'est juste que mes contenus sortent toutes les semaines, quoi. Oui, C'est tout. maintenant tu utilises, tu as accepté le fait d'être comme ça, tu te forces pas à faire une vidéo toutes les semaines, même si t'as pas Ouais. l'énergie ou que tu aurais envie d'en faire plus. Par contre, tu utilises tout ça, tu utilises ce que tu es, on va dire, et tu l'adaptes, on va dire, ensuite. Exactement. Enfin, j'essaye pas de réinventer la roue, quoi. Le système, il est comme il est, quoi. Et Ouais. donc, bref, du coup, à ce moment-là, je me fais un peu d'argent régulièrement, mais c'est pas du tout assez pour en vivre. En plus que ça, à l'époque, je suis aussi dans un studio, je paye 900 € de mon loyer à Paris, enfin voilà. Mais je décide quand même de quitter mon boulot. Et en fait, ce qui a été déclencheur pour quitter mon boulot, c'est que je gagne un concours YouTube au YouTube Space, qui n'existe plus maintenant, mais de petits créateurs qui sont en dessous de 100 000 abonnés à ce moment-là. Et, euh, et dans ce concours, dans le prix que tu gagnes, il y a du matériel. J'en manquais cruellement, j'avais besoin d'en changer, ça coûte cher le matériel YouTube à l'époque, il n'y avait pas les iPhones, aujourd'hui tu n'as plus besoin de ça, mais, parce que tout est performant, mais à l'époque tout n'était pas performant, il fallait acheter du matériel. Et, euh, et surtout 10 jours dans le YouTube Space à apprendre le montage, à apprendre le tournage, à apprendre l'écriture, à être avec d'autres créateurs, à rencontrer des grands noms de YouTube à ce moment-là, pour certains qui sont toujours d'ailleurs des grands noms de YouTube. Et donc je demande, moi ça fait un an que je suis dans mon job, je demande du congé même pas payé pour pouvoir y aller, et on me dit non. Et en fait ça a été le déclencheur dans ma tête, j'étais non mais en fait ils ont pas compris. Moi je vais y aller à ce truc. Enfin c'est sûr que Hmm. je vais y aller, tu vois. Genre juste la question c'est comment j'y vais, dans quelles conditions. Est-ce qu'ils me donnent des vacances, est-ce qu'ils me donnent Hmm. un congé sans solde, est-ce que. Et en fait c'est comme ça que j'ai claqué madame. J'ai dit alors je vais pas poser madame parce que j'ai pas envie de démissionner. Moi j'ai jamais demandé à démissionner. J'ai juste dit je serai pas là, donc je vais faire un abandon de poste. En fait, j'ai juste dit je serai pas là la semaine prochaine. Et en plus je savais que je les foutais pas dans la merde parce qu'en fait on n'avait pas de boulot, je m'ennuyais comme pas possible. On faisait un peu semblant de travailler, donc si tu veux, ça n'avait aucun sens. Je me suis dit je vais jamais passer mes journées là à regarder l'arbre qu'il y a dehors, alors je pourrais être au YouTube Space en train de coécrire des trucs et de créer des courts-métrages. Donc je suis allée chez YouTube et donc c'est comme ça que je me suis lancée une deuxième fois. Donc j'avais raté une première fois en faisant des formations, en essayant d'avoir des sponsors, ça marchait pas. Une deuxième fois, je commençais à avoir des sponsors, mais j'avais pas de quoi en vivre. Mais il y a eu le déclencheur qui a fait, ok, bon bah je me lance maintenant. Du coup, c'est maintenant que je me lance. Et je mettais beaucoup d'espoir sur ces 10 jours aussi en me disant, j'ai rencontré des gens, c'est bon, ça va le faire et tout. Bon, ça l'a pas fait parce que là, je commençais à comprendre qu'il fallait que je me forme et que je pouvais pas lancer des formations comme ça. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me dire, ah, ok, sur quoi je suis déjà compétente. Et c'est là que j'ai eu l'idée de parler du véganisme et de Hmm. pas essayer de faire semblant que je peux accompagner des trucs sur des gens sur des trucs que je connaissais pas. Donc, je prépare ce truc sur le véganisme. Juste, là, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai passé 6 mois à le préparer, ce programme. Je pense que tu as vu ça chez tes clients, c'est Oui, oui, sûr ah, qu'il y a c'est plein qui font fréquent ça. je passe 1000 ans parce que j'ai une super idée, ça m'anime. Et puis, je rajoute toujours des choses. Déjà, un, pour me rassurer, me dire, ouais, ça aura de la Ouais, valeur. Et deux, pour retarder le moment où je vais le présenter au monde et faire face. exactement. Moi, je passe 6 mois à préparer ce truc. En même temps que je fais mes petites sponsors, donc j'ai 500 balles par mois, mais j'ai pas de quoi, enfin ça marche pas, enfin j'ai un peu mon chômage. Enfin bon, bref, c'est une espèce de c'est trop juste en fait, ça passe pas. Et arrive le moment où en juin, donc moi ça fait depuis j'ai démissionné en octobre, donc on est en juin, donc tu vois Hmm. ça fait quand même quelques mois que c'est dur. Je prépare mon truc mais je l'ai pas lancé. Euh, et j'ai un de mes comment on appelle ça? Un de mes superviseurs, non pas un de mes superviseurs, j'ai pas le mot là qui me vient, Manager? mais une des personnes qui était dans mon jury de thèse, Ok. qui me contacte et qui me dit, voilà, je cherche un postdoc sur ce sujet. Je sais que toi t'es compétent parce que j'ai lu ta thèse et que j'étais là à ta soutenance. Et je trouve pas en fait, ça fait plusieurs années que j'ai le financement et si je l'utilise pas cette année, en fait, je vais perdre le financement. Je sais que toi t'as arrêté, j'ai contacté ton superviseur de thèse, je sais que t'as arrêté, que tu fais plus de la recherche, mais est-ce que à tout hasard, tu voudrais quoi. Et moi à ce moment-là, je me dis bon, franchement, faire de l'astro, j'avais quand même ces doutes parce que quand tu fais 8 ans d'études et que tu t'arrêtes, t'as quand même ces moments de dire bon, là je suis en train de faire la mariole sur internet, est-ce que vraiment, voilà. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'argent. Et je me dis, bon, allez, go, franchement, un job de 3 ans, un CDD de 3 ans où je fais de la recherche, je sais faire, je sais que j'aurai du temps, c'est flexible, c'est pas comme un salariat où on me demandait d'être
débilement derrière un bureau si je veux bosser plus chez moi, faire la recherche, c'est assez flexible. Donc j'y vais, je me lance là-dedans. Et le truc un peu drôle, c'est que je me lance là-dedans, donc je signe le contrat, je commence à la rentrée. Et là, on est en juin. Et je le lance, mon rêve. Je me dis, bah, en fait, je vais pas pouvoir le lancer à la rentrée, parce que là, à ce moment-là, j'étais dans ma tête, je le lancerai à la rentrée, c'est rien de le lancer avant l'été, il y a personne sur Internet l'été, enfin, tu vois, j'étais dans mes espèces de trucs, je repoussais tout le temps, tu vois, voilà. Et là, je me dis, bon, bah, en fait, il faut que je lance maintenant, parce qu'à la rentrée, j'aurai autre chose à foutre, j'aurai un job, donc en fait, voilà. Je lance là, et je me souviens très très bien, j'étais avec ma meilleure amie, elle quittait son appart et elle faisait un vide dressing ce jour-là. Donc, je vais au vide dressing, je lance le truc. Alors là, je prends une formation d'Antoine BM qui coûte, je sais plus, 300 euros, tu vois. Un truc énorme pour moi à l'époque. Tu sais. Et je suis là. Et le truc, c'est comment faire une vidéo de vente. J'avais compris que je savais pas faire une vidéo de vente. Donc, je me dis, allez, je fais ma vidéo de vente, je fais les points, je fais confiance à Antoine, je sais qu'il fait des trucs éthiques, je fais les points comme il dit. Et basta, j'ai pas le temps. Il faut que je parte à la vente privée, machin, là. Donc, littéralement, il est 6h du mat, je tourne, je poste, à 9h, c'est en ligne. Enfin, c'est littéralement le truc qui s'est passé dans ma tête. Donc, je poste la vidéo, je me casse, et j'arrive chez ma pote pour le vide dressing. Et donc, on est, je sais pas, 1 heure plus tard, hein, je traverse Paris, quoi. On est 1 heure plus tard. Et en fait, je cherche le code, tu sais, pour rentrer dans l'immeuble. Oui, ouais, Et ouais. mon téléphone ne me laisse pas se débloquer parce que j'ai PayPal qui fait des notifications. Tu sais, notifications. Et je me dis, ah merde, PayPal a bugué. Putain, à tous les coups, j'ai pas réussi à caler mon PayPal sur mon truc. J'ai encore fait de la merde avec mes boutons. Enfin, tu vois, un truc comme ça, je percute pas. Donc, je finis par avoir une des personnes qui vient en vide dressing aussi qui ouvre la porte parce qu'elle a le code. Bref, je monte et je laisse mon téléphone. Enfin, tu vois, moi, je suis ailleurs, quoi. Et en fait, à la pause déj, je capte que en fait j'ai juste les notifications à cause des ventes et qu'il faut que j'enlève les notifications parce que sinon je peux pas me servir de mon téléphone. En fait, il y a trop de notifs, c'est insupportable. Donc j'enlève les notifications. Je sais pas comment voir combien il y a de ventes. En fait, complètement, je plane. Hein. C'est la première fois qu'il y a un truc qui se vend. Donc en fait, si tu veux, je sais pas comment voir. Jusqu'à maintenant, je voyais que j'avais pas de mail. J'avais fait une fois une vente sur l'un des ateliers, donc j'avais vu un mail, mais là, voilà. Et en fait, en 3 jours, j'ai fait 10 000 euros. J'avais jamais vu autant d'argent de C'était ma quoi, vie. c'était quoi cette vente? Alors, il y avait un prix de lancement sur les 3 premiers jours qui était de 59 euros, et après, il était à 99 euros. Ouais, Voilà. c'est ouf. Et, et voilà, en fait, j'étais dans le cœur du cible. Ça faisait des années que je parlais de végétarisme et de véganisme. Il y a plein de gens qui me suivaient là-dessus. Le truc était vraiment sans prétention. J'étais pas, je suis coach ou quoi. C'était vraiment, bon, je vous ai fait un livre de recettes pour les basiques du quotidien. Et j'avais passé un temps fou, hein. J'avais fait mes photos, mon machin, mon écriture. J'avais testé toutes les recettes 15 fois. Enfin, n'importe quoi. Enfin, vraiment, voilà, des recettes véganes et tout, et les versions véganes, les versions végétariennes, voilà. Et j'avais fait des podcasts audio de 1 heure. Il y en avait, mais le programme existe toujours, hein, comment dire, par nostalgie. C'est le premier programme qui a marché. Il est encore en ligne. Je trouve il pourrait certainement être amélioré, etc. Mais il fait le taf. Et je crois qu'il y a 4 audios d'1 heure, un truc comme ça. Et parce que j'arrivais pas à faire la vidéo. Tu sais, j'ai toujours un truc, la lumière ça allait pas, je me trouvais pas belle. Et en fait, à un moment donné, j'ai ah basta, je vais le faire en son. Genre, marre. Genre. Ouais. Et du coup voilà. Et donc et le truc c'est que j'avais plus besoin parce qu'en fait je commençais un job en septembre et je pense qu'il y a un truc qui s'était débloqué à ce moment-là de je travaille en septembre, donc j'avais plus besoin d'argent. Enfin si tu veux, j'ai plus besoin T'étais d'argent, plus donc dans je la fais ma peur vidéo. t'étais plus à cran. Exactement. Ouais. Et en fait, je pense que dans la vidéo de vente, ça s'est senti. J'étais bon, bah en fait, j'ai fait ça fait 6 mois que je bosse dessus, donc maintenant je le vends. C'est ça. Et Ceux qui puis, veulent, ils veulent. Ceux qui veulent pas, je m'en fous. De toute façon, je pars en vacances cet été et je commence un job à la rentrée. Enfin, tu vois, il y a ouais, vraiment un truc de. Je me débarrasse du bébé, quoi. ouais, et je pense que tu étais connecté aussi à pourquoi tu le fais, le kiff, la joie de transmettre, d'avoir fait ça, d'avoir passé du temps. Donc, les gars, si ça peut vous aider, bah go, en fait. Et pas de j'ai besoin Exactement. d'argent, achetez mon truc. Et ça change tout, effectivement, l'état d'esprit Exactement. de comment on fait les choses. Ça se ressent, l'énergie qu'on a quand on parle de ce que l'on fait, de nos offres, de nos services, nos produits, nos e-books, tout ce que vous voulez. C'est, ouais, qu'est-ce qu'on fait ressentir aux gens. Exactement. Et Et du coup, bah, Alors, ça n'a pas été la fois où je me suis lancée. Parce que du coup, j'ai commencé ce nouveau job. Et là, ce que j'ai fait, en fait, donc là, on est 2016-2017 maintenant, juin 2017, je commence une formation de coach, en fait. Je me dis, bon, allez. En fait, si tu veux aider les gens, parce que ce que j'avais fait dans les audios, c'était quand même pas mal ça, donner du conseil, guider, faire poser des questions. Et entre-temps, j'avais rencontré des gens quand même, parce que bon, là, je te le romance un peu, mais
J'ai passé de 2015 à 2017. Vas-y que je te fais tous les apéros entrepreneurs à Paris. Je te garde tous les contacts, je pose des questions à tout le monde, je fais toutes les formations bidons, les webinaires bidons. Enfin, tu sais, j'essaye quoi. Tu vois, Ouais, j'essaye c'est d'apprendre des ok. trucs, Ouais, mais de c'était comprendre. Et du coup, là, je me dis, oui, en fait, je suis pas compétente. Genre, juste à un moment donné, c'est pas juste un syndrome de l'imposteur. Enfin, tu vois, c'est un peu le truc que je dis des fois aux personnes qui ont un syndrome de l'imposteur. Je fais, bah, pose-toi un truc à Dieu, demande-toi, est-ce que tu te sens imposteur, est-ce que tu te sens compétente pour faire le truc ou pas? Et si la réponse est non, bah, fais une formation. Et après, on bossera sur ton syndrome de l'imposteur quand tu seras plus une imposture. Tu vois, genre. Et donc, à ce moment-là, je me lance, je me forme et je lance un podcast en septembre. Parce qu'en fait, j'avais kiffé le format audio pour le truc. Je me dis, en fait, c'est plus facile. C'est plus facile. Et puis, le podcast commence à marcher à ce moment-là. On est en 2017, les gens parlent de podcast. Donc, je me dis, au moins, ça me donne l'occasion de me lancer dans une autre posture. Parce que je vois bien que sur YouTube, vendre des trucs, me placer en sachante, alors que j'ai toujours été la bonne copine et je sais pas quoi, c'est pas le bon ton, en fait. Je sens qu'il y a un truc, c'est pas le bon ton. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Enfin, non, à ce moment-là, ça fait pas 10 ans, ça fait 5 ans que je fais ça. C'est pas le bon ton. Donc, en fait, je me dis, bah, fais un autre ton sur un podcast. ouais. Terrain Et libre. où là, dès le départ, tu t'es posé en je vous transmets des connaissances. Pas en mode je sais Exactement. tout, mais je me souviens, et moi j'ai écouté ton podcast, mais depuis le départ, épisode 0, numéro 1 et Voilà, compagnie. je vais vous transmettre des outils. Je suis C'est pas ça. coach, mais j'ai envie de le devenir. Et pour l'instant, je fais de la recherche, Mm, mais mm. voilà, je me forme à ça et du coup, j'apprends des trucs et je vous les transmets. Puis un jour, c'est ah bah j'ai mon diplôme de coach, maintenant je peux vous accompagner. Qui veut venir, tu vois. Enfin, et ça s'est fait comme ça dans le podcast au fil des années, quoi. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ça a amené à une troisième fois où je me suis lancée, qui était plutôt 2018. Donc, ça fait un an que le podcast est là. Moi, pendant ma formation et tout, je commence à coacher des personnes gratuitement au départ. Puis après, je commence à coacher des personnes à la séance. Je faisais payer 100 € la séance. C'est marrant, je suis moins chère maintenant, ça me fait rire. Parce que maintenant, je fais de la thérapie. Mais du coup, c'est une culture un peu différente. Mais je faisais 100 € la séance et je coachais le soir. Donc, je rentrais du labo à 17h. Je coachais de 17h30 à 19h30 et les samedis matins. Donc, tu vois, Mm. et quand le truc a été rempli, que c'était full, et que j'avais toujours les 300 à 500 € par mois de YouTube, ben je pouvais en vivoter. Tu vois, je pouvais arriver à un salaire limite, mais ça pouvait le faire en vivant à Lyon et tout. Et, euh, et du coup, là, je me suis dit, ok, j'aimerais quitter le truc. Donc, on est en 2018-2019. Au début, l'argent, comme moi j'avais un boulot, je l'ai pas investi dans me payer, je l'ai investi dans prendre une assistance. Ouais. Parce que je suis un TDAH et que je ratais des opportunités, je répondais pas aux mails, les clients n'étaient pas contents parce que je les laissais en plan, parce que Ouais. j'oubliais, et Ouais. les C'est réponses hyper Instagram important se faisaient d'apprendre à pas. déléguer toutes ces choses, soit dans lesquelles on n'est pas doué, soit on n'a pas le temps, soit l'envie, ou juste qu'on est meilleur ailleurs et notre temps est mieux investi avec nos clients ou à communiquer qu'à faire de la paperasse et de la compta et du SAV ou de l'organisation. Exactement. À ce moment-là, je te parle même pas de mes statuts de micro-entreprise, c'est n'importe quoi. J'ai l'URSSAF qui me tombe dessus, qui me demande 3000 balles. Enfin, tu vois, des trucs genre, ah oui, oh pardon, j'avais pas compris. Enfin, voilà. Et du coup, tout ça s'est fait comme ça. Et le moment où je me suis vraiment lancée, c'était 2000, je sais plus exactement, 2018-2019. Je sais plus exactement, mais en gros, je dis à mon directeur, parce que j'avais un contrat de 3 ans qui a commencé en 2017, donc j'aurais dû finir en 2020, et je suis pas allée au bout. Mais en fait, je lui ai débroussaillé le terrain. Enfin, je lui ai dit, moi, je vais faire de l'entrepreneuriat, je vais pas continuer dans la recherche. Je le savais dès le début, j'avais arrêté, c'était pas pour continuer. Mais je lui ai permis de pas perdre le financement et de se lancer de lancer le projet sur la partie où c'était vraiment mes compétences, quoi. Mmh. Et il lui restait 2 ans de financement, donc je fais que 1 an, mais il lui restait 2 ans de financement, ce qui fait qu'il pouvait prendre quelqu'un sur ces 2 ans. Enfin, tu vois, tu peux mettre quelqu'un sur le projet. Et sur la partie où finalement c'était moins mes compétences, moi j'aurais pu le faire, j'aurais appris, quoi, parce que évidemment tu apprends toujours, mais c'était moins mon domaine, où c'était déjà mon domaine. Il aurait fallu que je fasse 1 an de je monte en compétences et 1 an de je résous le problème. Et comme j'avais envie de me lancer, j'avais enfin ce truc qui marchait. Enfin, tu vois, c'était quand même la troisième fois, donc ça commençait à marcher. J'étais, ah non, mais en fait, je veux pas rater le coche, je veux me lancer là-dedans, tu vois. Ouais. Donc j'avais quand même ces trucs de illégitimité un peu, parce que moi-même, j'étais pas encore coach, vraiment diplômée, certifiée, tout ça, je l'étais pas. Mais je me suis quand même lancée avec le recul. Aujourd'hui, sans la peur que ça marche pas, je ferais peut-être un peu différemment, parce que j'ai beaucoup lutté contre moi-même. Je finirai ma formation, je pense, avant de me Mmh. lancer. Mais Ouais. je me Ouais, rappelle aussi qu'à cette époque-là, c'était trop, j'en pouvais plus d'attendre. Ça faisait depuis 2014 que j'essayais de me lancer, en fait. Là, on était déjà en 2019. Enfin, tu vois, il y a un peu ouais. ce truc de, Faut, ah, faut, c'est bon.
C'est ça, tu peux pas en vouloir ou regretter quoi que ce soit. C'est tu fais au mieux à chaque instant avec qui tu es, avec ce que tu as besoin, envie, Exactement. etc. Et ouais. Mais Ok. voilà. Et Et coach donc, c'est la troisième fois que ça a marché, quoi. Ouais. Et j'ai pu me verser un salaire pour la première fois en mai 2019. Voilà. Ok. Et après, donc, t'es coach, t'as ta chaîne YouTube, donc plein de contenus gratuits. Tout a commencé avec l'alimentation. T'as toujours été Ouais. focus là-dessus. Ouais, parce qu'en fait, moi, enfin, je sais que je t'ai pas dit, mais à titre personnel, en 2014, 2015 et 2016, moi, je me fais coacher sur l'alimentation. Mm. En fait, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire quasiment toute ma vie. Et j'en étais remise au sens, j'avais compris avec la thérapie d'où ça venait, etc. Et c'était un peu maîtrisé, mais j'arrivais pas à passer de la thérapie à j'ai compris à j'arrive à appliquer. Tu sais, ce truc où finalement c'est un autre métier, en fait, c'est le métier de coach, si tu veux. Ouais. Genre la thérapie, c'était fait, mais il n'y avait pas ce truc de Le passage j'arrive à à faire des l'action. changements concrets dans ma vie au niveau de mon rapport à l'alimentation. Et c'est le coaching, moi, qui m'a aidé Ouais. à faire ce passage-là. Ça se substitue absolument pas à la thérapie. Hein, si vous avez des troubles du comportement On est alimentaire, il d'accord. faut d'abord passer par la thérapie. Et moi, j'ai Pas des pour personnes tout, hein. qui Enfin, ont fait les deux en parallèle. dans énormément de souffrances, de douleurs qu'on porte, le coaching vient soit après, soit en parallèle d'une thérapie avec un psychiatre, un Exactement. psychologue, mais quelqu'un de... En fait, il faut être en bonne santé, quoi. En gros, la question, c'est pourquoi la maison s'écroule. Est-ce que la maison s'écroule parce que, je sais pas, assembler des briques, ou est-ce que la maison s'écroule parce que les fondations sont pourries? Si les fondations sont pourries, on commence par refaire les fondations et après, on monte la maison. Ce qu'on peut faire, c'est que pendant que les fondations sont en train d'être refaites, on peut dessiner les plans ensemble, si vous voulez, pour la maison d'après, mais on peut pas commencer à la construire. Par contre, il faut attendre que les fondations soient sèches, que tout soit fait, que la dalle soit posée, quoi. Une fois que la dalle est Oui. faite, allez hop, on y va. Voilà, bon, l'analogie marche très bien en général pour que les gens comprennent la différence entre les deux. Donc moi, le coaching m'avait aidé. Donc si tu veux, j'étais convaincue par le métier et il m'avait aidé dans ce domaine-là. Donc je me suis formée après dans la formation que j'ai fait une spécialisation dans le binge eating disorder, donc Mm. en anglais, donc c'est le trouble hyperphagique en français. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis lancée là-dessus, partie émotionnelle et tout. Moi, j'avais lancé le podcast avant de m'être formée, donc si tu veux, le podcast, il était plus développement personnel dans son ensemble, même si je me plaçais en posture de coach. Voilà, donc pareil, j'ai pas voulu faire dévier le truc, j'ai préféré faire une autre plateforme dédiée à ça. Donc là, pour le coup, j'ai fait des vidéos, donc j'ai une autre chaîne Ouais. qui est Donc, tu avais ta dédiée à chaîne ça. YouTube initiale, sur laquelle qui Ouais, restait un peu lifestyle, dev perso, tu partages ta vie, et tu as créé une deuxième chaîne YouTube vraiment dédiée à l'alimentation, aux troubles du exactement. comportement alimentaire, à l'émotion, etc. C'est ça? Exactement. Ok. Et du coup, aujourd'hui, j'ai les 3 canaux. Donc, je poste toutes les semaines sur les 3 canaux. Donc, je poste 3 contenus par semaine. Et comment tu fais pour déterminer, ok, j'ai telle idée, est-ce que tu alternes à chaque fois un contenu plus alimentation et un contenu plus dev perso, ou comment tu t'organises à ce niveau-là, au niveau de la Bah, création de contenu? comme je poste sur les 3 thèmes toutes les semaines, moi, j'ai pas le temps de m'ennuyer. C'est-à-dire que sur ma chaîne personnelle, ma chaîne historique, j'aime bien dire, je poste des sujets qui me concernent un peu plus, des trucs de vie. Voilà, tu vois, je te disais, la petite crise de la quarantaine, c'est en train d'être, ça se voit sur la chaîne. Tu vois, il y a des sujets qui sont là, genre, ah, On les mettra le enfants, lien dans les notes de ah, le l'épisode. polyamour, tu vois, voilà, sur la chaîne YouTube, tu vois, où je parle vraiment en posture de moi. Alors évidemment, vu que je suis coach et que là, je me forme à la thérapie, enfin, je suis thérapeute aussi, je suis formée à la thérapie, mais je me forme à la psychologie, ça transparaît, tu vois, tu vas pas changer qui t'es, forcément, ça transparaît. Il y a des moments où je donne quelques outils comme ça à la volée parce que c'est pertinent avec ce que je suis en train de dire, mais c'est pas l'objectif. Si tu veux. Je Mm. me présente vraiment, je parle pour moi, en fait, je parle pour moi avec mes biais et tout ça. Donc ça, je poste tous les dimanches, puis je poste aussi tous les mercredis sur la chaîne YouTube de l'alimentation. Donc là, je vais proposer des outils autour de la nourriture. Je m'inspire beaucoup de mes patientes et de mes clientes, tu vois, où j'ai beaucoup d'idées qui viennent d'elles. Je m'informe aussi beaucoup sur ce qui est fait en ce moment dans le domaine, auprès des collègues, des autres praticiens, ce qui sort, ce dont on parle, etc. Le moment de l'année aussi où il va y avoir différentes choses qui vont se présenter à moi. Et puis le podcast toutes les semaines. Là où je peux avoir des doutes des fois, c'est est-ce que je poste sur le podcast qui est plus général ou sur ma chaîne perso. Et Ok. en général, ça finit par être les deux. C'est-à-dire qu'en fait, sur ma chaîne perso, je vais parler de ma réflexion perso. Et sur le podcast, je vais parler des outils et de ce qu'on en fait, Mm. en fait. Et des fois, je vais mentionner la chaîne. Je Ouais. vais dire, ah bah tiens, j'en ai parlé récemment dans une vidéo. Voilà, Et par exemple, tu je me postes souviens plus d'un post, tu vois, où j'ai parlé du couple partir ou rester, des outils pour choisir de partir ou rester. Donc, tu vois, c'est très général, ça peut parler de Mm. tout.
Mais quelques temps avant, j'avais fait des vidéos sur le couple, les red flags, les green flags à titre perso, tu vois. Donc en fait, c'est les mêmes thématiques, mais c'est pas du tout la même posture. En Et fait. c'est hyper intelligent au niveau de la stratégie de communication parce que du coup, au lieu de poster un contenu copier-coller, ce que tu pourrais aussi faire, et parfois il y a le podcast sur YouTube, etc. Mais par contre, rajouter des contenus supplémentaires sur tes différentes plateformes, ça pousse les gens à te suivre partout et pas juste sur la chaîne YouTube et mettre le podcast de côté parce qu'on se dit, bah, il y a tout sur YouTube. Et du coup, c'est top Mmh. d'avoir, voilà, du Ouais. contenu qui donne envie de te suivre un peu partout et Après, d'être. j'essaye pas que les gens me suivent un peu partout, c'est plus une histoire de qu'est-ce qui. Enfin, c'est pas le même ton, quoi. Tu vois, il y a des Oui. gens, ils s'en foutent des coachings, ce qui les intéresse, c'est de Mm, savoir ce que mm, moi j'ai envie de raconter, tu vois. mm. Oui, et que Les chaque gens, ils s'en foutent plateforme de ma vie, ils veulent savoir qu'est-ce que j'ai comme outil. Enfin, vraiment, ma c'est life, ils ça. s'en foutent. On sait ce qu'on va trouver sur tel ou tel canal de communication. Là, c'est plus des outils. Là, c'est plus Esther l'humaine. Et là, c'est plus la thérapeute en alimentation. Exactement. Ouais, Voilà, génial. donc du coup, le vrai lancement, il a été en 2019. Donc tu vois, tu me disais les 3 ratages, c'était ça. En fait, Mm, du coup, c'est 2 ratages, c'est 3 lancements. Voilà. c'est ça. 2 Ouais. ratages et un où ça marche. Et après, bah, ça a pas mal décollé assez vite. Puis il y a eu l'explosion de 2020. Alors moi, j'étais Mm, prête du coup. Enfin, en fait, ouais. c'est là que j'ai eu un peu de chance. Tu vois, il y a toujours une dimension de chance. C'est-à-dire que sur les contenus, moi, j'ai créé du contenu depuis 2012. Donc quand les contenus ont explosé sur YouTube en 2015, bah, j'étais prête. Ça faisait 3 ans que je m'exerçais à ça. Quand il y a eu l'explosion du coaching, bah moi, voilà, j'étais prête. Ça faisait depuis 2017 que je coachais. Donc en fait, tu vois, il y a eu T'étais une là, part t'avais de. ta légitimité, t'avais ton audience, t'avais les gens qui te connaissaient, Exactement. qui te faisaient confiance. Ouais. Donc ça a explosé et en fait j'ai eu le truc de bah ça a quand même beaucoup explosé. J'étais pas prête en fait en vrai. Mm, En vrai j'étais pas prête d'un point de vue juste euh, organisationnel derrière les process étaient pas prêts. mm. Moi émotionnellement j'étais pas prête à voir autant d'argent rentrer. Tu vois, ça allait vite en fait Oui, et t'étais du prête. coup Sur le papier, t'avais ta légitimité de coach, mais par contre, en tant qu'entrepreneur, tu n'étais pas prête. C'est un peu ça? exactement. Ouais, Mm. c'était ma première boîte, si tu veux. Ouais. Donc ça a explosé très très vite. Et puis il y avait aussi ce truc de j'avais tellement attendu parce qu'en fait les gens ils disent oh là là mais toi t'as décollé. Non mais en fait les gars depuis 2012. Enfin, en fait t'as tellement attendu, t'as tellement travaillé que quand ça arrive tu veux pas lâcher. Et c'est là qu'a été mon erreur, c'est que alors j'ai beaucoup délégué. J'ai réussi à pas faire l'erreur qui est que je prends toute la charge, il y a que moi qui sais. Non non, j'ai vraiment délégué puis j'ai bien délégué. J'ai pas délégué que les tâches, mais aussi la charge mentale. Là où j'ai mal délégué, c'est que j'ai pas forcément délégué à des personnes assez compétentes, mais ça c'est mon Mhm. erreur à moi. C'est-à-dire je les ai foutues en difficulté, j'ai mis des personnes sur des trucs où franchement les pauvres quoi, elles ont dû apprendre sur le tas. Avec le recul, est-ce que tu sais enfin, pourquoi t'as fait ça et comment t'aurais fait différemment? Tu vois, si t'avais des conseils à ressortir par rapport à cette délégation qui est quand même un enjeu essentiel. Tu vois, même moi, je le vois, j'ai tâtonné avant de trouver les bonnes personnes, tant dans les compétences que dans les valeurs, l'engagement, le lien aussi avec mon entreprise. C'est pas forcément simple, en fait. Ouais, bah, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que les autres personnes qui se plantent dans le recrutement ne le font pas de la même manière que moi. Moi, j'ai vraiment ce truc de je laisser sa chance à des personnes qui sont motivées et qui, de toute évidence, sont pas débiles et vont trouver. Sauf qu'en fait, comme j'ai fait ça sur tous les postes, bah, ça Mm. m'a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, en fait. Et du coup, ça m'a empêché de me laisser soutenir. En fait, je devais prendre toutes les décisions. C'est pas, euh, c'est pas idéal. Donc aujourd'hui, je dirais, bah, prendre des gens qui savent déjà, quoi, en fait. Mm. Quand toi, tu débutes, pas former tout le monde, en fait, parce que tu peux Ouais. pas former tout le monde. Te rappeler quel est ton cœur de métier, former les gens à ton cœur de métier, mais le reste, prendre des gens qui sont déjà compétents dans ce domaine. Et puis voilà, ça explose assez vite. Et puis, bah, du coup, j'ai fini par faire un burn-out. Ça a mis un peu de temps, mais parce qu'en fait, je suis déjà arrivée dans le game en 2019. J'étais déjà fatiguée. En fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est que j'ai fait des boulots en même temps. J'ai lancé plusieurs fois des trucs. J'étais épuisée, en fait, émotionnellement et Ouais. physiquement. Donc, en fait, quand ça a explosé, j'étais déjà sur les rotules. Donc, Ouais, d'autant plus autant. que dans nos métiers, c'est hyper important. On a beau déléguer, avoir des personnes sur qui compter. Si c'est déjà juste dans l'opérationnel, c'est compliqué parce que c'est nous qui portons la charge mentale des décisions, des qu'est-ce qu'on fait, des stratégies, bah, dès qu'il y a un problème, c'est quand même à nous que ça remonte. Ouais, Et d'autant plus quand on est exposé, comme toi, on est, même si ton entreprise s'appelle Se Sentir Bien, tu es la figure de proue de ça. Et on ouais, identifie Se Sentir Bien à Esther Taïfé. Et tout comme moi, et on est tout plein, et ça marche très bien. Et je pense que c'est vraiment dans le vent, tu vois, tout ce qui est personal branding, etc. C'est aussi comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, on va dire, sortent du lot parce qu'on s'attache à l'humain.
Mais du coup, Mm. en tant qu'humain, on doit aussi apprendre à se protéger et savoir se protéger et peut-être déléguer différemment et puis avoir des sas aussi de Ouais, décompression. exactement. Et bref, bah, du coup, burn-out en 2021, et puis le reste, je sais pas si ça t'intéresse, mais bon, voilà, ça a été compliqué, hein, parce que il a fallu downgrader la société, vraiment, enfin, genre, faire rentrer moins d'argent. Enfin, en fait, le problème de quand t'es entrepreneur, c'est que enfin, voilà, j'ai pas pu me poser vraiment, j'ai pas pu vraiment juste arrêter. J'ai Mm. juste ralenti, très fortement ralenti. Donc j'ai fermé les trucs les plus gros, puis après c'est venu. En fait, c'est marrant parce qu'il y a eu le burn-out et il y a eu en même temps une remise en question de. Enfin, c'est pas une remise en question, mais c'est. Enfin, si, bien sûr, il y a eu des remises en question, mais c'est plus la suite logique. C'est-à-dire qu'en fait, déjà en 2018-2019, j'envisageais de reprendre des études de psycho. Parce qu'en fait, je me rendais compte que j'en avais un peu marre de déléguer et de rediriger les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire vers des psys. Là où elles avaient déjà essayé. Et qu'en fait, ça leur donnait l'impression qu'en fait, personne ne pouvait les aider. Alors que Mm. je savais que je pouvais, mais j'en avais pas le droit, ni les compétences au sens large. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses dont je me rendais pas compte, en fait. Et je le savais, tu vois, cette fois-ci, j'en avais conscience. Je refaisais pas la même erreur que j'avais pu faire dans mes débuts de coach. Donc, j'en avais conscience, du coup, je redirigeais, mais je voyais aussi que le modèle allait à un moment donné bloquer. Et donc, je sentais l'envie de me former à la thérapie et probablement à la psychologie, mais je voyais pas où le caler. C'est-à-dire, en fait, là, maintenant, j'avais une équipe de 20 personnes. 20 Comment je fais ça? salariés, 20 freelance, c'était oui C'était un des peu des deux. freelances. Ok. Des freelances. Donc Et, t'étais en et en sous-traitance. plus, j'essayais de salarier. En fait, j'essayais de salarier à ce moment-là. J'étais ah Mm. oui, mais en fait, parce que j'ai pris des freelances, parce qu'au début, je savais pas que ça allait décoller. Si tu veux. Au début, j'ai commencé à prendre des freelances. Puis quand un an après, ça avait vraiment décollé, qu'on était 20, j'étais bon, bah maintenant, il va falloir salarier les gens, parce que là, c'est terrain, notre histoire. Donc, il va falloir. Donc, j'étais dans cette période-là, et en fait, avant de le faire, je me suis dit, ah ouais, mais non, mais en fait, je vais pas tenir. En fait, j'en peux Mm. plus. Et du coup, quand j'ai ralenti, bah, je me suis dit, ok, maintenant que j'ai ralenti, c'est le bon moment en fait pour plutôt aller vers la thérapie aussi, parce qu'en fait, je vais avoir cette frustration si je relance un truc, je vais de nouveau pas avoir le temps, si tu veux. Donc en fait, du coup, Ouais. j'ai fait un truc de je ralentis mon rythme, je ralentis tout, et je me lance là-dedans. Voilà, j'ai coupé des projets. Moi, j'avais un livre qui était censé, bah, le livre qui est là, qui est sorti l'année dernière, il était censé sortir en Ouais. 2020, si tu veux. Tu Mm, vois, mm. j'avais commencé à écrire en 2019, c'était censé sortir en 2020, et il a pas pu parce que j'ai fait un burn-out, quoi. Ouais. Donc, du coup, ça a été repoussé. C'est pas grave, hein, mais voilà, tout a ralenti, quoi. Ok. Et au Ouais. niveau, du coup, ça c'est plus pour toi, tes formations, etc. Au niveau de la société, du coup, t'étais passé de micro parce que j'imagine que quand tu t'es lancé, t'avais le statut de micro-entrepreneur classique. Ouais. Ensuite, Ouais. t'avais fait une société. Ouais, je suis passée d'abord en SASU en 2000, fin 2018, je crois. C'est ça. Et ensuite, j'ai monté une holding et j'ai créé donc une URL. Donc aujourd'hui, je suis en URL. Ok. Euh, voilà, donc j'ai fait un autre montage pour pouvoir faire passer les dividendes. Bon, bref, ça c'est des Mm, trucs mm, techniques, mm, mais mm. Oui, en ça gros, l'idée c'était c'était. qu'avant j'étais salariée de ma société quand j'étais en SASU et maintenant je suis travailleur non salarié. Ok. Maintenant je Et suis. et aujourd'hui, pourquoi avoir gardé le statut de URL qui implique quand même beaucoup plus de charges, d'avoir un comptable. Enfin, tu vois, c'est quand même un peu plus complexe, voire bien plus complexe selon les cas qu'une micro-entreprise. Pourquoi ne pas avoir rebasculé vers une micro-entreprise? Parce que je fais trop de chiffre d'affaires. Mmh. Je peux pas être en micro-entreprise Ouais, là-dessus. je comprends. Je fais trop de chiffre d'affaires pour ça. Alors, je pourrais ralentir au point de faire moins de chiffre d'affaires, mais ouais, ça revient certainement. Non, j'ai fait les calculs, ça revient pas au même. J'allais dire, je fais genre, je sais pas, mais en fait, je les ai fait ces calculs, bien sûr, évidemment. Euh, c'est c'est mieux comme ça. Et je crois qu'il y a un truc aussi dans l'état d'esprit. En fait, quand tu es en micro-entreprise, il y a un truc dont je me souviens, parce que moi, le passage de micro à SASU, je me souviens que, si tu veux, j'ai fait à l'époque, alors maintenant c'est 77 000 que tu peux faire, Ouais, 77 700, mais à l'époque c'était 72 000. oui, Et j'avais fait, il y a une année où j'ai fait 72 000. Et oui. je suis sûre Et que on a cette le droit année-là, je juste. reste encore persuadée que si j'avais fait, j'aurais pu faire 80 000 ou 90 000, mais je l'ai pas fait parce que j'étais dans ce putain de statut qui me bloquait et je bloquais des clients, tu vois. Je suis d'accord, c'est aussi le droit d'aller plus loin, de faire plus et pas de se restreindre à chaque fois, d'être dans la peur de punaise, faut pas que je dépasse les 72 000 parce que etc. Et le droit de voir grand, de s'autoriser plus grand. Je crois que ça Ouais, joue. puis même au-delà de ça, alors il y a le droit de voir grand. Alors moi aujourd'hui, j'ai plus trop peur de ça parce que en fait, je crois que c'est l'effet, tu sais, quand t'as fait 1 million dans ta vie, après
tu vois que ça sert à rien Oui. déjà. Et t'es là, oui, bon, très bien, ça n'a rien changé. Donc en fait, t'es plus sur, attends, mais qu'est-ce que je veux créer vraiment? Qu'est-ce qui est important? Quel rythme j'ai envie d'avoir, de travail, etc. Donc maintenant, mes considérations sont plus les mêmes, mais c'est plus aussi l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'en micro, c'est ton argent, enfin en fait, c'est pas l'argent de ta société, c'est ton argent à toi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu dépenses dans une formation, c'est l'argent que tu as en main pour Oui, faire tes courses. oui, t'as En pas société, t'as de pas ça, donc charge. t'hésites pas à investir, tu poses, en fait, tu poses, je sais pas comment dire, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre toi et ta société. Tu peux vraiment prendre les meilleures décisions pour ta société en la considérant comme telle, comme un bébé qui a besoin de choses et la nourrir au mieux. Là où, quand tu es en micro-entreprise, ta société et toi, vous êtes en conflit d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui seraient mieux pour ta boîte, mais que tu fais pas parce que si c'est mieux pour ta boîte, bah, c'est toi qui, du coup, Qui en tu peux pas pâtit. te payer tes vacances, tu vois. Ouais, Donc ouais. là, tu vois, il y a vraiment un truc dans la symbolique de la société. En société, j'hésite pas à dépenser dans certains services que j'ai besoin parce que ça serait mieux pour la boîte. Et puis, il y a aussi ce truc de je dépense pas outre non plus. Enfin, tu vois, il y a un truc, je sais pas comment dire, il y a un truc de t'as pas peur de, de vous penser comme deux entités. Enfin, c'est vraiment Oui, une et, histoire bah, d'état et d'esprit. c'est le cas. Une société est une personne morale à part entière, complètement à côté de nous. Ça n'a plus rien à voir avec quand on est en micro. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça permet d'investir beaucoup plus facilement. C'est pas mon argent personnel. Moi, je suis en sécurité en tant qu'humaine, et ma société, bah, je la mets en Ouais. sécurité. Et j'investis aussi, que ce soit bah, en faisant appel à des freelances, en investissant dans du matériel, dans des logiciels, dans des outils X ou Y, donc des accompagnements, du coaching, des formations. Et tout ça, c'est ma société qui paye pour pouvoir générer aussi plus d'argent derrière. Ou Ouais. juste être Il y a bien un et truc important à comprendre aussi, c'est que mine de rien, on glamourise un peu le statut de micro-entrepreneur, mais, mais t'es pas protégé de la même manière. Enfin, je veux dire, si demain, il t'arrive un burn-out, justement, et que t'es en micro-entreprise, tu dois le payer ton URSSAF. Si demain, il t'arrive un burn-out et t'es en société, ou autre chose, hein, un cancer, je sais pas, enfin, je le souhaite à personne, mais si jamais tu dois fermer ton entreprise, tu fermes ton entreprise. À titre personnel, tu n'es pas en faillite. Tu n'as pas de faillite personnelle. Tu ouais, continues ta vie, tu continues à remplir ton frigo. Euh, les prises de risque sont pas les mêmes. ouais, Donc ouais, même si tu veux être libre dans tes prises de risque, tenter des trucs. Alors évidemment, ça veut pas dire que tu vas dépenser de l'argent que t'as pas. Dans tous les cas, de toute façon, je sais très bien que les gens sont raisonnables et réfléchissent à qu'est-ce qui est mieux en termes de stratégie, mais tu vas pas le penser avec ta peur personnelle de ne pas pouvoir nourrir tes enfants. C'est pas du tout la même chose en fait. ouais. Je suis d'accord, c'est hyper important. Même en micro, j'en parle dans mon bouquin. C'est se dissocier de son entreprise. Mais c'est très difficile en micro-entreprise, d'autant plus quand on est dans les services, l'accompagnement, la thérapie, le coaching, etc., où on est ce qu'on offre aux gens d'une certaine manière. On crée pas des Ouais, bijoux, exactement. etc. C'est très très compliqué déjà de voir la valeur qu'on apporte, qui n'est pas notre valeur personnelle. Mais c'est pareil au niveau financier, c'est pareil au niveau des retours des gens, de si ça plaît pas, si ça marche ou pas. Mais ce travail de dissociation entre soi, humain, et son entreprise, son activité, c'est hyper hyper important Ouais, dans tous les totalement. domaines de l'entrepreneuriat. Yes. Donc voilà, moi c'est pour ça. Après, je pense que c'est plus parce que je suis en société que je fais un chiffre d'affaires plus élevé. Enfin, je veux dire, je pourrais gagner autant à titre personnel si j'étais en micro aujourd'hui. Juste, je travaillerais, enfin, je lancerais moins de trucs et je travaillerais peut-être un petit peu moins, mais enfin, tu sais, là, je fais 3 jours de consultation par semaine, une journée de création de contenu. Ok. Mon rythme va très bien. Tu vois, genre, je travaille 4 jours par semaine. Ouais. En vrai, je travaille 5 jours parce que j'ai toujours des trucs à rattraper. Et puis, je bosse sur mes cours, tu vois. Mm, mm, Puisque, voilà, mais ça me va, en fait. Mon rythme est très bien. J'ai pas besoin de travailler moins. Donc, mm, mm. Du coup, 3 jours full de consultation, ouais. d'1 heure à peu près, ou de plus? C'est 45 minutes. Mes Ok. consultations sont de 45 minutes. Donc, je fais 7 consultations dans la journée. Ouais. Et tu te prends des Euh, séances de 15 minutes entre chaque consultation? ouais, Ouais. Ok. ouais. Parce que je me suis dit, si tu les enchaînes, punaise. Ouais, alors c'est marrant parce que tu vois, je repense régulièrement à quand j'avais commencé et je me souviens que quand je faisais donc 2 consultations à la suite le soir, c'était beaucoup. Alors après, c'était le soir après une journée de travail, Ouais. hein, mais et quand j'ai commencé, même 2020, hein, tu vois, où ça faisait 3 ans que je faisais ce métier, je disais aux filles à l'époque qui géraient le schedule des coachings et tout ça, je disais, moi, je peux pas faire plus de 4 dans une Mm. journée et pas plus de 2 à la suite, en fait. Vous me mettez un sas entre les deux, vous me mettez une autre activité,
un entretien, un podcast, un truc, mais je peux pas faire être disponible émotionnellement pour 4 personnes d'affilée avec 4 énergies différentes. Et maintenant, je me dis, mais putain, cette époque est loin parce qu'en fait, c'est extrêmement facile pour moi. Et je fais 7 consultations dans la journée. Je peux en faire jusqu'à 9 sans être fatiguée. Enfin, où c'est OK pour moi. Et j'en fais 7 juste parce que c'est plutôt mes yeux devant l'écran où j'ai mal et mon dos et tout ça. Tu vois, c'est des raisons physiques. C'est pas des raisons de disponibilité émotionnelle. Super intéressant. Disponibilité émotionnelle, je peux en faire 9, quoi. Et Tu vois. c'est quoi? C'est l'habitude, tu crois, qui te permet de faire ça ou c'est que tu... Oui, Ouais, bah, c'est le c'est fait la d'en faire meilleure posture. C'est en fait, maintenant, je me dis avec le recul, alors j'avais pas conscience, mais en fait, je, je le voyais en supervision, parce que moi, je me suis fait superviser dès le départ, mais j'avais, j'étais beaucoup plus imprégnée. Genre, quelqu'un me disait un truc, ça me faisait miroir, je bossais plus, en fait. Là, maintenant, je dis pas que mes patients me font pas bosser, hein, évidemment, je suis supervisée, voilà. Moi-même, j'ai un psy à côté, en dehors de ma supervision, tu vois. Parce que c'est 2 choses différentes. Il y a des gens Mm. qui, des fois, ils confondent ce que c'est que la supervision et ce que c'est que ton propre psy. Donc moi j'ai les deux, mais je vois que je bosse beaucoup moins. Tu vois qu'il y a beaucoup moins de choses qui me challenge, que j'ai une meilleure posture. J'ai juste de l'expérience. En fait, c'est con, hein, mais c'est juste de l'expérience. C'est-à-dire que qu'il y ait vraiment une patiente où j'ai de la sympathie au point que moi-même j'ai besoin d'aller en pleurer, ou que moi-même j'ai besoin de ventiler auprès de quelqu'un, ça m'est arrivé qu'une seule fois cette année, pareil. Mm. Tu vois, une fois, et c'était un truc, c'était une histoire qui était très similaire à l'histoire de ma mère. C'était une personne, première consultation, elle me raconte une histoire franchement très similaire, et j'avais la chance que j'avais pas de consultation après. J'ai ventilé à un copain qui est dans mon groupe de supervision psy, du coup. J'ai ventilé à un copain, quoi. Ouais. Et après, je l'ai amené en supervision, parce qu'après les supervisions, en ce moment, je fais des supervisions en groupe, et on est plutôt sur des trucs liés aux troubles du comportement alimentaire. Donc on amène plutôt ces sujets-là, et c'est une fois par mois. Donc, voilà, après, c'est plus un groupe en WhatsApp, tu vois. Ok. Et, mais tu vois, ça m'est arrivé, voilà, avant, chaque consultation me faisait bouger. Ah ouais. Chaque personne. Ouais. Alors, je pleurais pas à chaque fois, mais chaque Ah, personne me mais faisait tu bouger sentais des qu'à trucs. l'intérieur, ouais. Il fallait que je sorte, que je change d'énergie, que moi je fasse un peu de méditation, que je me recentre pour pouvoir aller à la consultation suivante, tu vois. Chaque consultation me faisait bouger. Aujourd'hui, pas du tout. Ouais, ouais. Aujourd'hui, Ah, et pourtant, c'est marrant parce que étonnamment, je suis beaucoup plus disponible pour les personnes. C'est-à-dire que oui. ça me touche moins et en même Ouais, temps, je parce que suis t'es pas beaucoup plus autofocus forte sur ton maintenant. propre nombril et ton histoire et tes trucs. Exactement. Mais Ouais. après, c'est normal pour les personnes qui font ce métier, qui regarderaient ça, c'est normal, et j'en ai beaucoup parlé avec d'autres gens qui sont psy, psychanalystes, psychologues, thérapeutes, même parlé avec un copain qui fait de l'acupuncture, et il me dit c'est la même chose, en fait. Mm. C'est avec le temps, en fait, tu t'assois ta posture, quoi. Ouais. Trop bien. Bon, merci de nous rappeler ça et de nous partager ça. J'ai quelques questions pour finir notre échange. Ouais. Est-ce que il y a une chose que tu ne dis pas ou peu sur toi, sur ton parcours entrepreneurial, que tu accepterais de nous partager là? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dis peu, ouais, sur mon parcours? Quelque chose peut-être qui te fait honte ou tu as peur d'être jugé ou tu l'assumes pas complètement, mais tu te dis: «Bah, ça Ouais. peut quand même aider les gens»? Ouais, il y a un truc que je dis rarement. Je crois pas l'avoir dit. Ah si, peut-être dans mon podcast, je sais plus. Mais il y a régulièrement des moments. Alors maintenant, c'est dans le livre, donc en fait, j'en ai un peu moins honte, mais de là à le dire sur les réseaux, euh, il y a régulièrement des moments où je doute, tu sais, du métier, où je me dis, mais est-ce qu'on aide vraiment les gens, tu sais? Ou genre, tu te dis, mais est-ce que vraiment... euh, Alors, en général, quand j'ai ces moments-là, t'es sûr que dans la journée, il y en a une qui pleure de gratitude, tellement tout ce qu'on a fait ensemble, ça l'a aidé. Donc, tu vois, voilà, mais j'ai quand même des moments où je me dis, mais est-ce que vraiment les gens sont mieux après? Surtout quand je vois des personnes qui reviennent 2 ans, 3 ans après, puis qui refont une ou deux séances, où je vois qu'il y a des choses. Alors, elles ont toujours avancé, mais je me dis des fois, punaise, est-ce que vraiment le boulot que je fais, ça aide? Parce que tu vois, elles sont toujours en train de galérer sur certains trucs. Et après, je me rappelle que, bah oui, c'est normal en fait, que ça avance juste lentement, mais que c'est normal. Mais quand même, ce truc, des fois, tu te dis, bon, est-ce qu'on fait vraiment du bien aux gens, quoi? Est-ce que parler, mettre des outils en place, faire des actions, est-ce que ça fait du bien? Ouais, Voilà, je c'est des comprends. moments de doute, ouais. Ouais. De... La Merci. thérapie sert-elle à quelque chose?
Ouais, et en même temps, ouais, est-ce que ça a du sens? Et en même temps, est-ce que sans, ce serait pas pire? Enfin, ouais. Et en même temps, Oui, je maîtrise pas comment les gens réagissent et ce qu'ils font, comment ils appliquent les choses et à quel point ils sont prêts, tout simplement, même quand ils viennent vers moi avec le plus grande volonté du monde. Oui, peut-être que ça va mettre des années et moi, j'aurais beau faire tout ce que je peux, avoir les meilleurs outils et aider plein de monde à côté. Peut-être que pour certaines personnes, ça ouais, marche un peu moins. ouais. Ouais. Est-ce que tu as une prise de conscience ces derniers mois qui t'a secoué et en même temps fait du bien? Que c'est pas possible de pas faire du mal à des gens. En Mmh. fait, c'est pas possible de pas être violent, hein, d'une certaine manière. En gros, à partir du moment où tu es en lien avec des personnes, que ça soit donc dans le privé ou dans le pro, quand tu travailles avec des gens, quand tu euh, as des relations amicales, des relations amoureuses, des relations familiales avec des gens, en fait, il y a forcément un moment où tu es violent. Parce que tes besoins, c'est une contrainte pour l'autre, en fait. Donc, il y a forcément une forme de violence. Et, euh, et moi, j'essaye absolument pendant toute ma vie, euh, de pas créer de violence sur l'autre. Et je l'ai fait dans mon parcours entrepreneurial aussi, auprès de Mmh. mon équipe et tout ça. Et ça a amené qu'en fait, la violence, elle était contre moi. Parce qu'en fait, il y a forcément le lien et de la friction, en fait. Le lien et de la friction. À partir du moment où tu veux être en lien, tu auras de la friction. Et du coup, bah, en fait, c'est moi qui encaissais la friction pour pas que l'autre la sente. Et du Ouais. coup, bah, c'est violent d'une autre manière. Ça a été violent contre moi, mais finalement, c'est violent contre l'autre parce que le moment où tes besoins explosent, c'est violent pour l'autre. Ouais. Et puis Donc, même si l'autre la ressent recherche de non-violence, c'est pas possible, en fait. ouais. Ouais, même quand l'autre ressent que toi-même tu te fais de la violence pour ne pas le violenter lui, si selon la relation que vous avez et l'amour qu'il te porte, ça peut être violent pour lui quand même. De s'en Exactement. vouloir, à cause de lui, entre guillemets, tu t'auto-violentes, pardon. Ça peut être Ouais, violent totalement. aussi. Mmh. Totalement. Ouais. Totalement. Donc ça, c'est quand même une grosse prise de conscience de ces dernières années. On va dire de cette dernière année, c'est vraiment le post-burnout où quand tu fais le bilan, tu te dis, ah ouais, mais Mmh. Et du coup maintenant en fait, t'acceptes? je vais faire du mal aux gens. Ouais. Mon existence va être dérangeante pour des gens. Le simple fait que j'existe et que je fasse des trucs pour moi, ça va faire chier des gens, ça va les rendre inconfortables, ils vont se comparer. Des fois même, mes décisions vont les impacter directement. Euh, Tu vois, moi, j'ai eu beaucoup ce truc de ah, parce que moi j'ai pris une décision, il y a des gens qui ont perdu leur job. Oh putain, la culpabilité que j'ai eu là-dessus. Tu vois, genre ah, mais c'est pas juste, moi j'ai plus de pouvoir, j'ai un pouvoir sur eux, ce qui est vrai, tu vois. Le patron a un pouvoir par l'argent Mmh mh. sur Et en les même temps, salariés. c'est comme ça, on est tous pareils, c'est pas grave et ça fait pas de nous des moins bonnes personnes. Juste des humains et oui, on a des besoins et on deal avec tout ça. Exactement. Mais Ouais. ça a été dur, quoi. Et C'est pareil un dans le couple, pareil dans tout. mmh, c'est un très, très bon rappel. Merci de partager ça. On l'entend pas souvent et pourtant ça fait du Mm. bien. Mm, Mine de mm, mm. rien de: «OK, j'ai le droit, je suis pas forcément fière ni heureuse de ça, mais c'est comme ça et je suis juste une humaine». Ouais, je vais pas pouvoir faire autrement, en fait. Mmh mh. Puis c'est surtout qu'en fait, tu pourras pas l'éviter. T'es forcément quelqu'un de violent pour quelqu'un d'autre. À un moment donné, Mmh. c'est obligatoire. Merci beaucoup Esther, c'était Je un t'en prie, plaisir merci à d'échanger avec toi. toi et merci pour, ton authenticité, ta vulnérabilité et ces beaux partages, cette vérité que tu nous as transmise aujourd'hui. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.